Je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans, et j'ai passé 5 ans à lutter pour réussir en tant qu'artiste à New York. Quand mon téléphone a sonné à 3 heures du matin, je ne m'attendais pas à ce que ce soit mon père pour me dire que mon immeuble était en feu. Ce qui l'a plus choqué que l'incendie, c'est ma réponse. J'ai ri. Pas un petit rire nerveux, mais un éclat de rire franc qui l'a laissé perplexe. Comment pouvais-je rire de tout perdre? La vérité, c'est que cet immeuble n'était pas seulement ma maison. Avant que je vous dise pourquoi j'ai ri à ce qui aurait dû être une nouvelle dévastatrice, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez, et cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà vécu un moment où quelque chose de terrible s'est avéré être un mal pour un bien. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest appelée Oak Ridge, où tout le monde se connaissait et où les rêves restaient aussi modestes que les bâtiments de la rue principale. Mes parents, en particulier mon père, Harold, croyaient en l'aspect pratique par-dessus tout. Il était comptable et mesurait la vie en feuilles de calcul et en sécurité financière. Maman était plus douce mais s'en remettait finalement à son jugement. Leur vision pour moi était limpide, un diplôme en comptabilité, un emploi stable, peut-être l'enseignement si je me sentais particulièrement aventureuse. Mais je dessinais depuis que je savais tenir un crayon. Ma professeure d'art au lycée, Madame Lell, a été la première personne à me dire que j'avais un réel talent. Pendant que mon père levait les yeux au ciel en voyant la pile de brochures d'école d'art sur mon bureau, elle m'aidait à constituer un portfolio. Quand j'ai été accepté dans un programme d'art à New York avec une bourse partielle, la bataille à la maison a commencé. L'art ne paie pas les factures, Audrey, disait papa, la voix calme mais résolue. Sais-tu combien de personnes talentueuses finissent par servir des tables toute leur vie? Malgré leurs objections, j'ai déménagé à New York il y a 8 ans avec 2 valises et une détermination qui me semblait être une armure. Cette armure s'est vite amincie face à la réalité des loyers de New York. La première année, j'ai changé 3 fois de colocation, chaque appartement étant plus exigu que le précédent. Je travaillais à 2 emplois à temps partiel tout en suivant des cours et j'avais à peine le temps de créer. Il y a 5 ans, j'ai trouvé l'immeuble à Brooklyn. Dire qu'il ne payait pas de mine aurait été un compliment, 6 étages de briques délavées avec des fenêtres qui tremblaient au passage des camions. Le hall d'entrée sentait toujours légèrement le chou, et l'ascenseur fonctionnait peut-être 60% du temps. Mais le loyer était étonnamment abordable pour un 2 pièces, et la chambre avait cette lumière du nord incroyable qui était parfaite pour peindre. Le propriétaire de l'immeuble, Monsieur Vasquez, était un homme âgé qui ne réparait que rarement quelque chose, mais qui augmentait aussi rarement le loyer. Il possédait l'immeuble depuis 40 ans et semblait fonctionner davantage sur la base d'accords verbaux que de baux formels. Mes voisins étaient un groupe diversifié qui, pour la plupart, y vivait depuis des années. Il y avait Vanessa, une infirmière qui travaillait de nuit et qui m'apportait de la soupe quand j'étais malade, Walter, un professeur de lycée à la retraite qui passait des disques de jazz trop forts le dimanche matin, mais personne ne se plaignait car son goût était impeccable, et la famille Patel au premier étage, qui tenait une petite épicerie à 2 pâtés de maison et qui gardait les meilleurs produits pour les locataires réguliers. Chaque fois que j'appelais mes parents, papa demandait « As-tu déjà souscrit une assurance habitation pour locataires ?» Et chaque fois, je promettais de m'en occuper la semaine suivante. Il y avait toujours une dépense plus urgente, des fournitures d'art, des soins dentaires, des bottes d'hiver. Quand les miennes ont finalement rendu l'âme, l'assurance semblait être quelque chose que je pouvais reporter indéfiniment. Avec le recul, j'aurais dû remarquer les signes avant-coureurs. Il y a environ 8 mois, les choses dans l'immeuble ont commencé à se casser plus fréquemment. Une canalisation a éclaté au 4e étage, causant des dégâts des eaux dans 3 appartements. La porte arrière de l'immeuble était parfois retrouvée non verrouillée, malgré la prudence des locataires. 2 petits incendies électriques dans le sous-sol ont été rapidement maîtrisés mais étaient préoccupants. Monsieur Vasquez semblait distrait lorsque nous signalions ces problèmes, non pas son indifférence habituelle, mais une attitude activement évasive. Pendant ce temps, ma carrière artistique prenait enfin de l'ampleur. Après des années de courriels de rejet et d'expositions peu fréquentées dans des cafés, une petite galerie respectée de Chelsea avait accepté de présenter mon travail. Mes peintures, qui exploraient l'isolement urbain à travers des paysages urbains fragmentés, touchaient les gens. L'exposition devait ouvrir dans seulement 2 semaines à compter de la nuit de l'incendie. La veille de l'événement, j'ai remarqué des hommes en costume qui parcouraient l'immeuble, des presse-papiers à la main. Ils ne ressemblaient pas aux ouvriers d'entretien habituels. Ils portaient des chaussures chères et parlaient à voix basse. Quand j'ai demandé à l'un d'eux qui ils étaient, il a souri platement et a dit qu'il faisait juste une inspection de routine. J'étais trop occupé pour poser d'autres questions.
Je venais de terminer 3 nouvelles grandes toiles pour l'exposition et j'étais épuisé. Cette nuit-là, je me suis endormi, entouré de l'odeur de la peinture et des possibilités, complètement inconsciente que ce serait ma dernière nuit dans cet appartement. La sonnerie stridente de mon téléphone a percé mes rêves à exactement 3 heures du matin. J'ai tâtonné dans le noir, ma main renversant un verre d'eau avant de trouver mon téléphone. L'écran était d'une luminosité douloureuse, et il m'a fallu un moment pour reconnaître le nom de mon père. Papa, ma voix était pâteuse de sommeil. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman va bien? Audrey, je viens de voir aux informations. Ton immeuble est en feu. Sa voix était tendue d'inquiétude. Il le montre en direct aux informations nationales. Ça a l'air grave, ma chérie. Vraiment grave. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas là. Pendant un instant, je n'ai pas pu comprendre ce qu'il disait. Mon immeuble? Qu'est-ce que tu veux dire? L'immeuble d'appartement sur l'avenue Bedford à Brooklyn. Ils disent que ça a commencé au 3e étage et que ça s'est propagé rapidement. Le journaliste a dit que toute la structure pourrait être compromise. Il a fait une pause. S'il te plaît, dis-moi que tu es ailleurs ce soir. Un rire étrange a jailli de ma poitrine, pas un petit rire, mais un rire plein, presque hystérique. Audrey, pourquoi ris-tu? Ce n'est pas drôle. As-tu l'assurance que je t'ai dit de prendre? S'il te plaît, dis-moi que tu as écouté pour une fois. J'ai essayé de contrôler mon rire, mais il ne cessait de venir. Papa, je ne suis pas dans l'immeuble. Dieu merci. Mais pourquoi ris-tu? Tu es sur le point de tout perdre. Cela n'a fait que me faire rire plus fort. Quand j'ai finalement repris mon souffle, j'ai expliqué, je ne suis pas à la maison parce que je suis à la galerie. J'ai décidé d'apporter toutes mes peintures terminées ici hier puisque le vernissage est si proche. J'étais si fatigué après l'installation que la propriétaire de la galerie, Sophia, a insisté pour que je dorme sur le canapé de son bureau au lieu de rentrer chez moi. L'ironie était écrasante. Après des années où mon père m'avait mis en garde contre la nécessité de protéger mes biens, la seule nuit où je ne devais pas être à la maison, je n'y étais pas. Et les choses les plus précieuses que je possédais, mes peintures, étaient entreposées en toute sécurité ailleurs. Mon rire s'est estompé lorsqu'une pensée horrible m'a frappé. Papa, je dois y aller. Mes voisins. Je dois m'assurer que tout le monde est sorti. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre et j'ai composé le numéro de Vanessa. Comme elle ne répondait pas, j'ai essayé Walter. Pas de réponse non plus. La panique montant, j'ai commandé un Uber et j'ai enfilé mes chaussures, sans prendre la peine de changer les vêtements tachés de peinture que je portais la veille. 20 minutes plus tard, l'Uber m'a déposé à un pâté de maison de mon immeuble car des barricades de police nous empêchaient de nous approcher. La scène était chaotique et terrifiante. Des flammes étaient encore visibles aux étages supérieurs, projetant des étincelles dans le ciel nocturne. Des camions de pompiers bordaient la rue, leur lumière peignant tout d'un rouge pulsant. L'eau des lances coulait dans les caniveaux, emportant cendres et débris. J'ai fendu la foule, cherchant des visages familiers. La première personne que j'ai vue fut Walter, enveloppé dans une couverture de la Croix-Rouge, ses cheveux blancs en désordre et son visage maculé de suie. Il se disputait avec un ambulancier qui voulait vérifier son niveau d'oxygène. « Walter » ai-je crié en me précipitant vers lui. « Est-ce que ça va? Où sont tous les autres? » Il s'est retourné, le soulagement se lisant sur son visage. « Audrey, on pensait que tu étais peut-être encore à l'intérieur. » Ils n'ont pas fini de fouiller tous les appartements. Mon cœur s'est serré. Qui manque encore? Les Patel? Vanessa? Les Patel sont sortis tôt. Ils sont là-bas, a-t-il indiqué en direction de la famille blottie près d'une ambulance. Vanessa travaillait ce soir, Dieu merci. Mais ils n'ont pas trouvé le couple du CIB ni l'étudiant de l'appartement à côté du tien. J'ai passé l'heure suivante dans l'angoisse, à regarder les pompiers entrer et sortir de l'immeuble. La chef des pompiers, une femme sévère aux yeux bienveillants, nous tenait informés. Nous effectuons une recherche approfondie. L'incendie semble avoir pris naissance dans un local technique au 3e étage. Le vieux câblage de l'immeuble pourrait être un facteur. Finalement, vers 5 heures du matin, ils ont confirmé que tout le monde avait été retrouvé. Le couple du CIB séjournait chez de la famille, et l'étudiant était chez sa petite amie. Personne n'a été gravement blessé, bien que plusieurs personnes, dont Walter, aient été traitées pour inhalation de fumée. À l'aube,
la chef des pompiers a pris plusieurs d'entre nous à part. Je ne veux pas spéculer, dit-elle doucement, mais certains aspects de cet incendie sont préoccupants. Le point d'origine et la propagation rapide suggèrent une possible manipulation. Nous allons mener une enquête complète. Ces paroles sont restées en suspens alors que nous digérions ce qu'elles suggéraient. Quelqu'un aurait-il pu délibérément mettre le feu? Pour le reste de cette nuit, notre petite communauté s'est blottie dans un abri temporaire installé dans un gymnase d'école voisin. La Croix-Rouge a fourni des lits de camp, des couvertures et des articles de toilette de base. Des voisins qui s'étaient à peine parlé auparavant partageaient maintenant leurs histoires et leurs préoccupations. Certains pleuraient ouvertement tandis que d'autres restaient assis dans un silence choqué. Je me trouvais dans un état émotionnel étrange. Bien que je ressentisse un chagrin sincère pour notre perte collective et de l'inquiétude pour ce que tout le monde allait faire ensuite, il y avait aussi un sentiment indéniable de soulagement que mes peintures soient en sécurité. Ce soulagement a entraîné une culpabilité écrasante. Comment pouvais-je ressentir quelque chose de positif alors que tant de gens avaient tout perdu? Je me suis recroquevillé sur un lit de camp mais je n'ai pas pu dormir. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les messages d'amis qui avaient vu les nouvelles, de Sophia qui vérifiait que j'allais bien, et de mes parents, qui débattaient de venir immédiatement à New York. Alors que le soleil se levait complètement, je suis sorti du gymnase pour rappeler mon père. Je suis en sécurité, les jeux assurés. Tout le monde est sorti sain et sauf. Dieu merci, soupira-t-il lourdement. Mais Audrey, tout ce que tu possédais était dans cet appartement. S'il te plaît, dis-moi que tu avais au moins une assurance habitation pour locataire. La question que j'avais évitée pendant des années avait maintenant sa réponse. Non, papa. Je n'ai jamais pris le temps de le faire. Son silence était éloquent. J'attendais le sermon, je te l'avais bien dit, mais au lieu de cela, il a juste soupiré à nouveau et a dit, nous trouverons une solution. Ta mère et moi aiderons comme nous le pourrons. En terminant l'appel, j'ai regardé en arrière vers l'école où mes voisins commençaient à s'agiter. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais que nos vies avaient fondamentalement changé du jour au lendemain. À 8 heures du matin, la plupart d'entre nous s'étaient rassemblés derrière la barricade, fixant les restes calcinés de notre maison. À la lumière du jour, les dégâts étaient encore plus apparents. Le bâtiment se tenait comme un animal blessé, les fenêtres soufflées, la façade en briques noircies. De l'eau s'égouttait encore de la structure, et l'air sentait la cendre humide et le plastique fondu. Les pompiers ont autorisé de petits groupes à entrer avec des escortes pour récupérer des objets essentiels. Quand mon tour est venu, j'ai été jumelé à un jeune pompier qui semblait avoir à peine plus de 21 ans. Nous ne pouvons rester que 15 minutes, a-t-il prévenu, et ne prenez que ce dont vous avez absolument besoin, papier d'identité, médicaments, ce genre de choses. Entrer dans le bâtiment était surréaliste. Le hall, habituellement sombre mais fonctionnel, était maintenant un marécage d'eau et de débris. Nous avons pris les escaliers puisque l'ascenseur était évidemment hors service. Chaque étage semblait pire que le précédent, et au moment où nous avons atteint mon appartement au 4e étage, je me préparais à une dévastation totale. Étonnamment, mon appartement avait subi principalement des dégâts d'eau et de fumée. L'incendie avait été plus intense aux étages supérieurs et inférieurs. Néanmoins, tout était ruiné. Mes vêtements étaient trempés et puaient la fumée. Les livres avaient gonflé avec l'eau et étaient tombés des étagères. Le canapé où j'avais passé d'innombrables soirées à dessiner était gorgé d'eau et taché de noir. J'ai attrapé mon passeport dans la boîte ignifuge sous mon lit, un disque dur de sauvegarde avec des photos, et une petite boîte en bois contenant les quelques bijoux que j'avais hérités de ma grand-mère. Au moment de partir, j'ai repéré mon carnet de croquis sur le comptoir de la cuisine, miraculeusement sec sous une pile de courrier. Je l'ai ajouté à ma maigre pile de biens sauvés. Dehors, les experts en sinistre étaient arrivés et prenaient des déclarations. L'un d'eux s'est approché de moi, presse-papier en main. Nom et numéro d'appartement, demanda-t-il efficacement. Audrey Wilson, appartement 4C. Et votre compagnie d'assurance? J'ai hésité. Je n'ai pas d'assurance habitation pour locataire. Son expression passa de professionnel à apitoyé. Je vois. Eh bien, vous devez savoir que sans assurance, vous ne serez pas éligible à une aide au logement immédiate ou à un remboursement pour les biens perdus. Vous pouvez vous renseigner auprès de la FEMA et des organisations locales de secours en cas de catastrophe. Alors qu'il passait au locataire suivant, Vanessa est apparue à côté de moi. Elle était venue directement de son service à l'hôpital, toujours en blouse, les yeux rouges d'avoir pleuré ou par manque de sommeil probablement les deux.
tu as entendu ce que les gens disent? Demanda-t-elle à voix basse. À propos de quoi? À propos de Monsieur Vasquez. Personne ne peut le trouver. Et apparemment, il ne possède plus l'immeuble. Il l'a vendu il y a 3 mois. C'était une nouvelle pour moi. Vendu à qui? À une société appelée Northstar Development. Les gens disent qu'ils ont racheté de vieux immeubles dans tout Brooklyn. Pendant que nous parlions, d'autres pièces ont commencé à se mettre en place, l'augmentation des accidents dans l'immeuble, les mystérieux inspecteurs, le comportement évasif de Monsieur Vasquez. Un sentiment de malaise grandissait dans mon estomac. À midi, un petit groupe de locataires s'était rassemblé dans un café de l'autre côté de la rue. Quelqu'un avait créé un groupe de discussion pour partager des informations, et les rumeurs allaient bon train. Walter, qui était sorti de l'hôpital, nous a rejoints avec de vraies nouvelles. J'ai parlé à mon neveu, qui travaille dans l'immobilier, a-t-il dit, sa voix encore rauque à cause de la fumée. Northstar Development a une réputation. Ils achètent de vieux immeubles dans des quartiers en gentrification. Puis, des incendies mystérieux se produisent, et soudain, ils peuvent démolir l'endroit et construire des condos de luxe. C'est illégal, ai-je protesté. Ils ne peuvent pas simplement incendier un immeuble avec des gens à l'intérieur. Bien sûr que c'est illégal, a convenu Walter. Mais c'est aussi difficile à prouver. Et ils sont prudents. Ils s'assurent que les incendies commencent dans des zones inoccupées, généralement la nuit, quand la plupart des gens seraient éveillés pour sentir la fumée. Ils n'essaient pas de tuer qui que ce soit, juste de détruire l'immeuble. Comme par hasard, un jeune homme s'est approché de notre table. Il était grand, avec des cheveux bouclés et des lunettes, portant un sac en bandoulière arborant le logo d'un site d'information local. « Excusez-moi » a-t-il dit. « Je suis Derek Sullivan, un journaliste du Brooklyn Daily. Je couvre l'incendie et je me demandais si je pouvais vous poser quelques questions. » Au début, nous étions hésitants. La plupart d'entre nous étaient encore sous le choc, mais Derek semblait sincèrement concerné, et Walter pensait que l'attention des médias pourrait nous protéger. Un par un, nous avons partagé nos expériences et nos soupçons. Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de Northstar, a admis Derek après nous avoir écoutés. Il y a eu au moins 3 autres incendies suspects dans leur propriété au cours des 2 dernières années. Rien n'a été prouvé, mais le schéma est préoccupant. Il nous a montré des recherches qu'il avait déjà compilées sur l'entreprise. Northstar appartenait à une plus grande société, qui était à son tour détenue par un groupe d'investissement. L'enchevêtrement de la propriété rendait difficile de déterminer qui prenait réellement les décisions. Pendant que nous parlions, mon téléphone a sonné. C'était Sophia de la galerie. « Audrey, je viens d'apprendre pour l'incendie. Est-ce que ça va? » « Je vais bien, les jeux assurés. J'étais encore à la galerie quand c'est arrivé, tu te souviens? » « Dieu merci. Écoute, je sais que c'est un très mauvais moment, mais je voulais te faire savoir que l'exposition est toujours d'actualité. En fait, plusieurs collectionneurs ont déjà exprimé leur intérêt après avoir vu ton travail pendant l'installation. Une petite flamme d'espoir a vacillé en moi. Mon art était en sécurité, et l'exposition pourrait réellement être un succès. Il semblait mal de penser à ma carrière à un moment comme celui-ci, mais c'était aussi la seule lueur d'espoir dans une journée par ailleurs dévastatrice. En terminant l'appel, j'ai levé les yeux pour voir mon père entrer dans le café. Il m'a repéré immédiatement et s'est dirigé vers moi, son visage un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il avait conduit toute la nuit depuis l'Ohio pour me rejoindre. « Audrey » a-t-il dit, me serrant dans ses bras. Je devais voir par moi-même que tu allais bien. Pendant un instant, j'étais simplement sa fille à nouveau, reconnaissante de sa présence solide. Puis il s'est reculé, et le côté pratique a refait surface. J'ai déjà appelé pour des options de logement temporaire, et je t'ai apporté des vêtements et des produits de première nécessité. Il a jeté un coup d'œil à mes voisins. Avez-vous commencé à remplir les déclarations de sinistre? Papa, ai-je dit doucement. Je t'ai dit que je n'ai pas d'assurance. Son expression s'est durcie, mais il a hoché la tête. D'accord. Eh bien, nous trouverons une solution. L'important est que tu sois en sécurité. Au fil de la journée, notre groupe de locataires s'est mieux organisé. Quelqu'un a commencé une feuille de calcul avec des ressources et des informations de contact. Un autre a créé une page de collecte de fonds. Derek a promis d'enquêter davantage sur Northstar et de nous mettre en contact avec des locataires d'autres immeubles ayant vécu des expériences similaires. Le soir venu,
nous avons eu notre premier contact direct avec Nordstar. Une représentante nommée Elisa Burke est arrivée au café, impeccablement vêtue d'un tailleur pantalon qui coûtait probablement plus de 3 mois de mon loyer. Au nom de Nordstar Développement, je tiens à exprimer notre profonde préoccupation face à ce qui s'est passé, a-t-elle dit d'une voix douce. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités pour déterminer la cause de l'incendie. Quand votre entreprise a-t-elle acheté l'immeuble ? Demanda Walter de manière directe. Elle a souri finement. Je ne suis pas autorisé à discuter de transactions commerciales spécifiques, mais je peux vous assurer que Nordstar est attaché à la sécurité et au bien-être de tous les résidents. Alors pourquoi ne nous avez-vous pas informé du changement de propriétaire ? Ai-je demandé. Et pourquoi y avait-il des inspecteurs dans l'immeuble hier sans préavis en bonne et due forme ? Son sourire n'a jamais vacillé. Je ne suis pas au courant d'inspection hier. Peut-être venait-il de la ville. Personne ne l'a cru, mais nous n'avions encore aucune preuve de quoi que ce soit. Alors qu'elle partait en distribuant ses cartes de visite, j'ai échangé un regard avec Derek. C'était plus important que mon appartement perdu. Il s'agissait d'une exploitation systématique de locataires vulnérables, et cela se produisait dans toute la ville. Cette nuit-là, recroquevillé sur le canapé de la chambre d'hôtel de mon père, j'ai pris une décision. Je n'allais pas simplement passer à autre chose et reconstruire ailleurs. J'allais découvrir ce qui s'était réellement passé et tenir Nordstar pour responsable pas seulement pour moi, mais pour tous mes voisins qui avaient tout perdu. Le lendemain matin, Derek et moi nous sommes retrouvés pour un café avant qu'il ne se rende au bureau des archives de la ville. Il avait accepté de m'aider à enquêter sur Nordstar, y voyant un sujet potentiellement important dans leur modèle d'acquisition de bâtiments et les accidents qui s'ensuivaient. La clé est de trouver des liens entre les différentes propriétés, expliqua-t-il. Si nous pouvons prouver qu'ils avaient un intérêt financier à se débarrasser des locataires à loyer contrôlé et ensuite relier cela aux incendies, nous aurons peut-être assez d'éléments pour que les autorités agissent. J'ai passé ma journée à contacter les autres locataires, créant une chronologie détaillée des événements étranges survenus dans l'immeuble avant l'incendie. Vanessa s'est souvenue avoir vu des ouvriers de maintenance inconnus dans le local technique quelques jours auparavant. Walter se rappelait avoir entendu une dispute entre M. Vasquez et un homme en costume coûteux environ 2 semaines plus tôt. Mon père, pendant ce temps, devenait de plus en plus frustré par le fait que je me concentrais sur l'enquête plutôt que sur les questions pratiques. « Audrey, tu dois trouver un nouvel endroit où vivre », insista-t-il pendant le déjeuner. « Tu dois remplacer tes biens de première nécessité. Laisse la police s'occuper de l'enquête criminelle. »« Papa, la police ne traite pas cela comme une priorité », ai-je argumenté. Pour eux, ce n'est qu'un autre incendie de bâtiment jusqu'à preuve du contraire. Pendant ce temps, ces promoteurs s'en sortent en détruisant la vie des gens. Son expression était peinée. Je comprends que tu sois en colère, mais tu n'es ni détective ni avocate. Tu es une artiste avec une exposition qui ouvre dans 10 jours. Concentre-toi là-dessus. Je peux faire les deux, ai-je insisté, bien que je n'en sois pas entièrement convaincu moi-même. La réalité financière s'imposait durement. Sans assurance habitation, j'avais perdu environ 30 000 $ de biens. Mon compte en banque contenait à peine assez pour un mois de loyer dans un nouveau logement, en supposant que je puisse en trouver un sans payer les frais d'un agent immobilier. L'exposition à la galerie pourrait rapporter de l'argent, mais c'était loin d'être garanti. Au cours des jours suivants, notre communauté de voisins, autrefois si soudée, a commencé à se fragmenter. Certains ont emménagé avec leur famille ou des amis en dehors de la ville. D'autres ont trouvé un logement temporaire par le biais d'organismes de secours. Notre groupe de discussion est devenu moins actif à mesure que les gens se concentraient sur la reconstruction de leur vie individuelle. Le 3e jour après l'incendie, Nordstar a agi. Elisa Burke a envoyé un courriel à tous les anciens locataires offrant un règlement à l'amiable de 3 000 $ chacun en échange de la signature d'une décharge de toute réclamation contre la société. C'est un piège, m'a averti Derek lorsque je lui ai montré le courriel. Si vous signez, vous ne pourrez intenter aucune action en justice contre eux plus tard, même si nous trouvons la preuve qu'ils étaient responsables. Mais 3 000 $ étaient tentants pour beaucoup de mes voisins qui n'avaient rien. À la fin de la semaine, j'ai appris que près de la moitié d'entre eux avaient accepté l'offre, y compris la famille Patel, qui avait besoin de l'argent pour faire tourner leur épicerie. Mon père est devenu de plus en plus insistant pour que je retourne dans l'Ohio avec lui. Juste temporairement, a-t-il insisté. Jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. L'idée de retourner dans ma ville natale en tant qu'échec était insupportable.
J'étais parti il y a 8 ans avec une telle détermination à prouver qu'une vie d'artiste était viable. Y retourner maintenant, c'était comme admettre ma défaite. La galerie est devenue mon sanctuaire. Sophia m'avait donné une clé, et je passais souvent des nuits sur le canapé du bureau, travaillant tard pour préparer l'exposition. Mes nouvelles peintures, nées de la tourmente des événements récents, avaient une énergie brute que même moi je pouvais reconnaître comme puissante. Grâce au contact de Derek, nous avons trouvé une avocate nommée Joséphine Alvarez, spécialisée dans les droits des locataires. Elle a accepté de rencontrer les résidents restants qui n'avaient pas accepté le règlement. Monter un dossier sera difficile, nous a-t-elle prévenu dans son petit bureau encombré de dossiers. Ces entreprises sont sophistiquées. Elles créent une distance entre les décisions et les actions. Elles engagent des entrepreneurs qui engagent des sous-traitants. Suivre l'argent et les responsabilités devient presque impossible. Mais pas complètement impossible, ai-je insisté. Elle a souri légèrement. Pas complètement, mais cela demandera du temps et des ressources que la plupart des locataires déplacés n'ont pas en quittant son bureau, Walter a soupiré lourdement. J'ai 82 ans, Audrey. Je n'ai pas des années pour mener une bataille juridique. J'ai besoin d'un endroit où vivre maintenant. Ces paroles m'ont durement touché. Alors que j'étais assez jeune pour dormir sur des canapés et assez déterminé pour chercher la justice, beaucoup de mes voisins faisaient face à des réalités bien plus dures. La pression s'est intensifiée lorsque j'ai reçu un message vocal d'un numéro inconnu. Mademoiselle Wilson, ceci est un appel de courtoisie pour vous rappeler que la poursuite de réclamations infondées peut constituer une diffamation. Nordstar attache de l'importance à sa réputation et la défendra vigoureusement. La voix était professionnelle, féminine, et portait une menace indubitable. Je l'ai fait écouter à Derek, qui avait l'air sincèrement inquiet. Ils sont inquiets, ce qui signifie que nous tenons peut-être quelque chose. Mais sois prudente, Audrey. Ces gens ont des ressources et des relations. Mon père a remarqué ma distraction pendant le dîner ce soir-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ne dis pas rien. J'ai hésité, puis je lui ai fait écouter le message vocal. Son visage s'est assombri. Cela est allé assez loin. Tu rentres dans l'Ohio avec moi demain. Papa, je ne peux pas. L'exposition ouvre dans une semaine, et je dois aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de quoi? Te faire blesser ou pire? Pourquoi? Un appartement que tu ne possédais même pas pour la justice, ai-je rétorqué. Pour les gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Monsieur Vasquez est toujours porté disparu, le savais-tu? Et si quelque chose lui était arrivé à lui aussi? Papa a secoué la tête. Tu as toujours été têtu, tout comme ta mère. Ce n'était pas vraiment un compliment. La préparation de mon exposition a souffert car je partageais mon temps entre l'enquête sur Nordstar et la création artistique. Sophia a commencé à s'inquiéter que la controverse n'affecte la fréquentation. Certains de nos collectionneurs réguliers sont liés à des intérêts immobiliers, a-t-elle expliqué gentiment. Je soutiens ce que tu fais, mais peut-être pourrions-nous garder cela séparé de l'exposition. Même ma santé a commencé à en pâtir. Je ne dormais pas bien, survivant au café et à l'adrénaline. Des cernes se sont formées sous mes yeux, et j'ai perdu un poids que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le coup de grâce est venu lorsque Joséphine a appelé avec de mauvaises nouvelles. Le rapport du chef des pompiers est revenu non concluant, a-t-elle dit. Ils n'ont pas pu prouver de manière définitive un incendie criminel. Sans cela, notre dossier est considérablement affaibli. Cette nuit-là, seul sur le canapé de la galerie, j'ai tout remis en question. Mon père avait-il raison? Étais-je en train de gaspiller mon énergie, de mener une bataille que je ne pouvais pas gagner? Ne valait-il pas mieux accepter le règlement, aussi modeste soit-il, et recommencer ailleurs? Pour la première fois depuis l'incendie, je me suis permis de vraiment pleurer non seulement pour mes biens perdus, mais pour la communauté qui avait été dispersée, pour le sentiment d'être chez soi qui nous avait été volé à tous, et pour l'impuissance que je ressentais face à une cupidité si calculée. La soirée du vernissage de mon exposition est arrivée avec un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. La galerie était magnifique, mes peintures exposées sous un éclairage parfait, mon nom sur le mur en typographie élégante. Sophia avait même arrangé la venue d'un photographe d'un blog d'art influx. Ça pourrait être ta consécration, m'a-t-elle dit alors que nous faisions les derniers ajustements. Essaie de te concentrer sur ce soir, juste pour quelques heures. Je portais une robe empruntée et des chaussures qui me serraient les pieds. Mon père se tenait maladroitement au milieu de la foule artistique,
clairement mal à l'aise mais déterminé à me soutenir. Il avait prolongé son séjour à l'hôtel, ne voulant pas me laisser seul après le message vocal menaçant. Les premières réactions à mon travail furent extrêmement positives. Les critiques ont loué le paysage émotionnel brut et l'exploration sans concession du déplacement. 3 tableaux se sont vendus dès la première heure, y compris ma plus grande pièce, qui a été adjugée pour une somme qui couvrirait plusieurs mois de loyer. J'aurais dû être aux anges. Au lieu de cela, je n'arrêtais pas de regarder la porte, m'attendant à moitié à voir apparaître des représentants de Northstar. Derek avait promis de passer plus tard avec des nouvelles de son enquête. Vers 21h, la galerie était bondée quand j'ai remarqué 3 hommes en costume coûteux qui entraient. Ils se sont dirigés directement vers Sophia, engageant la conversation avec elle tout en jetant occasionnellement des regards dans ma direction. Mon estomac s'est noué. Audrey Wilson? L'un d'eux s'est approché de moi, la main tendue. David Mercer, de Northstar Développement. Un travail impressionnant. Nous cherchons justement à commander des œuvres pour les halls de nos nouveaux immeubles. L'audace m'a coupé le souffle. Vous voulez que je crée de l'art pour l'entreprise qui a incendié ma maison? Il a gardé son sourire, bien que ses yeux se soient durcis. C'est une accusation grave, mademoiselle Wilson. Une accusation qui pourrait être considérée comme diffamatoire sans preuve. Pourquoi êtes-vous ici, ai-je exigé, consciente que les conversations voisines s'étaient tues. Pour apprécier l'art, a-t-il répondu doucement. Et peut-être pour discuter de la manière dont Northstar pourrait soutenir votre carrière. Nous cherchons toujours à investir dans les talents locaux. Vous voulez dire acheter mon silence? Son sourire n'a jamais vacillé. Je veux dire créer une relation mutuellement bénéfique. Après tout, reconstruire une vie et une carrière après une telle perte doit être difficile. Avant que je puisse répondre, mon père est apparu à mes côtés. Ma fille n'est pas intéressée par votre soutien, a-t-il dit fermement. S'il vous plaît, profitez de l'exposition et ensuite laissez-la tranquille. L'expression de David Mercer s'est refroidie. Monsieur Wilson, je présume? Votre fille a du talent, mais le talent nécessite de l'encouragement et de la stabilité, quelque chose que nous pourrions aider à fournir. Elle n'a pas besoin de votre genre d'aide, a répondu papa. Mercer a haussé les épaules. Comme vous voudrez. Mais souvenez-vous, mademoiselle Wilson, que les réputations dans le monde de l'art sont fragiles. Les collectionneurs n'apprécient pas la controverse. Alors qu'il partait, la confrontation avait été filmée par plusieurs caméras de téléphone. Le lendemain matin, la vidéo s'était répandue sur les réseaux sociaux, accompagnée de résumés de l'incendie de l'immeuble et d'accusations contre Northstar. Mon nom était désormais publiquement lié aux allégations. Le jour suivant a apporté à la fois des opportunités et des menaces. 3 autres tableaux se sont vendus alors que les gens s'intéressaient à l'artiste qui tenait tête au promoteur. Mais quand je suis retourné à la petite sous-location que j'avais finalement trouvée, j'ai trouvé la porte entrouverte et les quelques biens que j'avais réussi à acquérir éparpillés sur le sol. Rien de valeur n'avait été pris, mais le message était clair, il savait où je vivais. Mon père était furieux. Ça suffit. Tu rentres à la maison avec moi aujourd'hui. Fais tes valises. Pour une fois, j'étais tenté d'accepter. L'intrusion était une violation d'une manière que même l'incendie n'avait pas été. Mais alors Derek a appelé avec des nouvelles. J'ai trouvé quelque chose, a-t-il dit, l'excitation évidente dans sa voix. Des registres de propriété montrant que Northstar a demandé des permis de démolition pour votre immeuble 3 semaines avant l'incendie. Et écoutez bien, ils ont demandé des permis de construire pour un nouvel immeuble de luxe à la même adresse une semaine avant l'incendie. Comment pouvait-il savoir que l'immeuble serait condamné s'il ne l'avait pas prévu? Sa découverte a ravivé ma détermination, mais l'effraction m'avait secoué plus que je ne voulais l'admettre. Ce soir-là, papa et moi avons une autre plus grosse dispute. Ce n'est pas un jeu, Audrey, a-t-il crié, arpentant la minuscule sous-location. Ces gens sont des criminels. Ils sont entrés par effraction dans ton appartement. Que penses-tu qu'ils feront ensuite? C'est exactement pour ça que je ne peux pas arrêter, ai-je argumenté. Si je recule, ils gagnent. Ils continueront à faire ça à d'autres immeubles, à d'autres locataires. Et ta vie? Ta sécurité? Ton avenir? Cette croisade vaut-elle la peine de tout risquer? Certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, papa. C'est toi qui me l'as appris. Il a cessé de faire les 100 pas et m'a regardé. Je t'ai appris à être pratique, à construire ta sécurité,
pas à te battre contre des moulins à vent. Non, dis-je doucement. Tu m'as appris à défendre ce qui est juste. Tu te souviens quand la banque a essayé de saisir la ferme des Johnson et que tu les as aidés gratuitement avec leurs finances? Ou quand tu as témoigné contre ton propre patron pour avoir falsifié les comptes à ton premier emploi de comptable? Il a détourné le regard. C'était différent. En quoi? Tu as risqué ton emploi, ta réputation. Parce que c'était juste. Je ne risquais pas ma sécurité. Il a passé une main dans ses cheveux, frustré. Je ne veux juste pas te voir blessé. Je sais, dis-je doucement, mais je dois faire ça. Il est parti peu de temps après, retournant à son hôtel. Pour la première fois depuis l'incendie, j'étais vraiment seul avec mes pensées. La petite sous-location semblait caverneuse et hostile après l'effraction. Chaque bruit me faisait sursauter. Vers 3 heures du matin, épuisé mais incapable de dormir, je me suis demandé si mon père avait raison. Peut-être étais-je stupidement idéaliste. Peut-être que ce combat était trop grand pour moi. Avec l'aube est venue la clarté. Je me suis assise près de la fenêtre, regardant la ville se réveiller, et j'ai consulté les informations de vente de mon exposition. Chaque tableau vendu représentait non seulement un revenu, mais un lien. Quelqu'un avait vu ma vision et l'avait suffisamment apprécié pour l'accueillir chez lui. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de foudre, mon art n'était pas seulement un choix de carrière. C'était une plateforme, une voie, voire une arme. Je pouvais raconter cette histoire à travers mon travail d'une manière qui pourrait atteindre des gens qui ne liraient jamais un article de presse sur les droits des locataires ou la corruption des promoteurs. J'ai appelé Sophia dès l'ouverture des bureaux. Je veux faire une exposition spéciale, ai-je expliqué, quelque chose sur l'injustice du logement et le déplacement des communautés en utilisant des matériaux récupérés de l'immeuble. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Ce n'est pas ce que les galeries font habituellement, Audrey. Je sais, mais cela pourrait être puissant et opportun. Laisse-moi y réfléchir, a-t-elle finalement dit. Mais quoi qu'il en soit, tu devrais passer aujourd'hui. Tu as d'autres chèques de vente. L'argent de mes tableaux vendus m'a offert un répit immédiat. Je pouvais me permettre un appartement un peu mieux, des fournitures d'art et des produits de première nécessité. Mais plus important encore, cela m'a donné la liberté de refuser l'offre de règlement de Nordstar lorsqu'ils l'ont augmenté à $5 000. J'ai recontacté les locataires dispersés, proposant une nouvelle approche. Au lieu de simplement combattre Nordstar sur le plan juridique, nous les combattrions devant le tribunal de l'opinion publique. Les articles de Derek avaient déjà suscité de l'intérêt, mais une installation artistique pourrait atteindre un public différent. Beaucoup étaient sceptiques, mais Walter m'a surprise par son enthousiasme. À mon âge, on apprend que parfois l'approche indirecte fonctionne le mieux, a-t-il dit. Frappés là où ils ne s'y attendent pas au cours des jours suivants, nous nous sommes rassemblés devant ce qui restait de notre immeuble, collectant des morceaux de structures carbonisées, des objets personnels trop endommagés pour être sauvés mais trop significatifs pour être jetés. Chaque pièce portait une histoire, un fragment de la vie de notre communauté. Derek a poursuivi son enquête, trouvant des liens entre Nordstar et plusieurs fonctionnaires de la ville qui avaient accéléré leur permis. Il a également localisé un ancien employé de Nordstar prêt à parler anonymement des pratiques de l'entreprise. Ils appellent ça la vacance accélérée, nous a-t-il dit. Ils n'ordonnent jamais explicitement à quiconque de commettre un incendie criminel, mais ils font clairement comprendre que les primes dépendent de la rapidité avec laquelle les immeubles sont vidés. Alors que la nouvelle de notre projet se répandait, des défenseurs du logement et des organisations de locataires nous ont contactés pour unir nos forces. Ce qui avait commencé comme un combat personnel se transformait en mouvement. Un soir, alors que je triais des matériaux récupérés dans ma sous-location, on a frappé à la porte. Méfiante après l'effraction, j'ai regardé par le Judas. Mon père se tenait dans le couloir, tenant une valise. Papa. J'ai ouvert la porte, confuse. Je pensais que tu étais retourné dans l'Ohio. C'est ce que j'ai fait, a-t-il dit en entrant. Et puis je suis revenu. J'ai pris un congé sans solde de mon travail. Pourquoi? Il a posé sa valise. Parce que tu avais raison sur le fait de défendre ce qui est juste et sur le fait que c'est moi qui t'ai appris ça. Il a regardé autour de lui les matériaux d'art qui couvraient chaque surface. Je ne comprends pas tout à fait ce que tu fais avec tout ça, mais je veux aider, si tu me le permets. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. Mon père pragmatique, aimant les feuilles de calcul, voulait se joindre à ma protestation artistique contre la cupidité des entreprises.
J'ai aussi apporté quelque chose qui pourrait t'aider, a-t-il ajouté en sortant son ordinateur portable. J'ai examiné les états financiers de Nordstar. Les entreprises publiques laissent des traces écrites, et la comptabilité a toujours été ma spécialité. Pour la première fois depuis l'incendie, j'ai ressenti une vague d'espoir sincère. Avec les compétences analytiques de mon père et ma vision artistique, nous pourrions en fait avoir une chance contre Nordstar. Cette nuit-là, papa a dormi sur mon canapé, sa présence rendant le petit espace plus sûr. Avant de m'endormir, j'ai réalisé qu'au milieu de toutes ces pertes, quelque chose d'inattendu avait été gagné, mon père et moi nous voyons enfin clairement, comme des adultes avec des forces différentes mais des valeurs partagées. Le lendemain matin a apporté une autre surprise. Derek a appelé avec la nouvelle qu'un lanceur d'alerte à l'intérieur de Nordstar s'était manifesté, quelqu'un ayant accès aux communications internes sur le programme de vacances accélérées. Ça pourrait faire éclater l'affaire, a-t-il dit avec enthousiasme. Ils ont accepté de nous rencontrer demain. Quand je l'ai dit à mon père, il a hoché la tête pensivement. C'est bien, mais nous devons toujours suivre l'argent. Les sociétés comme Nordstar ne prennent pas de décision sans calculer le bénéfice financier. Alors qu'il retournait à ses feuilles de calcul et moi à la planification de mon installation artistique, j'ai ressenti un étrange sentiment d'équilibre, le pratique et le créatif travaillant en tandem pour la justice. C'était un partenariat que je n'aurais jamais imaginé possible avant l'incendie qui m'a pris ma maison mais qui, ironiquement, a peut-être sauvé ma relation avec mon père. Avec l'aide de mon père, notre stratégie a évolué. Nous ne pouvions pas simplement exposer les activités illégales de Nordstar, nous devions rendre financièrement douloureux pour eux de continuer ces pratiques. L'installation artistique a pris forme dans un entrepôt prêté. J'ai créé une réplique à l'échelle de notre bâtiment en utilisant du bois calciné et des objets fondus récupérés sur le site. À l'intérieur de chaque appartement, d'anciens locataires ont contribué avec des objets personnels et des histoires écrites sur leur vie avant l'incendie, la collection de disques de jazz de Walter, principalement déformés mais toujours reconnaissables, un dessin d'enfant retrouvé dans l'appartement des Patel, mes propres pinceaux, leurs manches noircies mais toujours utiles. Nous avons nommé l'installation vacances accélérées, en nous appropriant le terme interne de Nordstar. Les articles de Derek sur le projet ont suscité un intérêt considérable, et les groupes de défense du logement ont aidé à faire passer le mot. Ce qui avait commencé comme ma protestation personnelle devenait un mouvement communautaire. Pendant ce temps, notre lanceuse d'alerte, une ancienne assistante administrative chez Nordstar nommée Tania, a fourni des preuves cruciales. Elle avait copié des courriels discutant de travaux de préparation dans notre bâtiment quelques jours seulement avant l'incendie. Bien que non explicite sur les activités illégales, le moment et le langage étaient suffisamment suspects pour justifier une enquête. Il faisait attention de ne jamais rien mettre de compromettant par écrit, expliqua Tania à voix basse lorsque nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille. Mais tout le monde savait ce qui était attendu, vider les bâtiments rapidement, quoi qu'il en coûte. Avec ces nouvelles informations, Joséphine a estimé que nous en avions assez pour approcher le bureau du procureur. C'est encore circonstanciel, a-t-elle averti, mais combiné avec le schéma d'incendie dans leur propriété et les incitations financières, cela pourrait être suffisant pour ouvrir une enquête. Mon père, qui avait initialement été sceptique quant à nos chances juridiques, s'est maintenant pleinement investi dans la constitution du dossier. Il est arrivé un matin avec des nouvelles inattendues. J'ai parlé à quelques contacts d'affaires, a-t-il dit en versant du café dans ma petite cuisine. Il s'avère que plusieurs de mes clients ont des investissements dans le fonds qui possède la société mère de Nordstar. Ils ne sont pas contents d'être associés à des activités potentiellement illégales. Peuvent-ils nous aider? Ils mettent la pression de l'intérieur. Les investisseurs détestent la publicité négative. Cela affecte le cours des actions. Notre coalition a continué de grandir. Des locataires d'autres propriétés de Nordstar se sont manifestés avec des histoires similaires. Des organisations communautaires ont offert leur soutien et leurs ressources. Des politiciens locaux, sentant une cause populaire, ont commencé à poser des questions sur les pratiques de l'entreprise. L'installation a ouvert un mardi soir pluvieux. Malgré le temps, l'entrepôt était bondé. Des équipes de télévision ont filmé les visiteurs se déplaçant à travers le bâtiment recréé, lisant des histoires, touchant des objets calcinés, vivant une fraction de ce que nous avions perdu. Je me tenais près de l'entrée, observant les réactions des gens. Beaucoup en sont sortis les larmes aux yeux. D'autres avaient l'air en colère. Plus important encore, ils sont tous partis en parlant de justice en matière de logement et de responsabilité des entreprises. Mon père se tenait à côté de moi,
mal à l'aise dans le milieu artistique mais fier de ce que nous avions créé ensemble. Ta mère aurait adoré ça, dit-il doucement. Elle a toujours dit que ton entêtement serait soit ta perte, soit ta plus grande force. L'exposition a été couverte non seulement par les médias locaux mais aussi par des médias nationaux. Un grand magazine d'actualité a publié un article sur l'artiste qui lutte contre les grands promoteurs. Soudain, Northstar s'est retrouvé sous un feu des projecteurs inconfortables. Leur réponse fut prévisible. D'abord vinrent les menaces légales, des lettres de mise en demeure exigeant que nous retirions des allégations spécifiques. Quand celles-ci n'ont pas réussi à nous arrêter, ils ont lancé une campagne de relations publiques se présentant comme des partenaires communautaires injustement ciblés. Northstar Développement reste engagé à créer des logements de qualité pour tous les New-Yorkais, a déclaré leur porte-parole dans une interview télévisée. Ces accusations sans fondement détournent l'attention des vrais problèmes de logement auxquels notre ville est confrontée. La pression s'est intensifiée. Quelqu'un s'est introduit dans l'entrepôt une nuit, endommageant des parties de l'installation. Des comptes en ligne anonymes ont commencé à attaquer mes références artistiques et mon caractère personnel. Derek a reçu des avertissements de ses sources que son emploi pourrait être en danger s'il continuait à couvrir l'histoire. À travers tout cela, mon père est resté étonnamment ferme. Quand j'ai exprimé des doutes après l'effraction, il a simplement dit, il ne se battrait pas si fort si nous ne touchions pas un point sensible. Notre relation personnelle s'est guérie alors que nous travaillions côte à côte. J'ai appris à apprécier son esprit d'analyse et ses principes inébranlables. Il a commencé à comprendre mon besoin d'expression créative et de justice sociale. Nous étions toujours des personnes différentes avec des approches différentes de la vie, mais nous avions trouvé un terrain d'entente dans ce combat. Le bureau du procureur a finalement accepté de nous rencontrer après des semaines de persévérance. La procureure adjointe, une femme sérieuse nommée Gloria, a écouté attentivement nos preuves. C'est préoccupant, a-t-elle reconnu, surtout le schéma sur plusieurs propriétés. Mais monter un dossier pénal sera difficile. Ces entreprises ont de très bons avocats. Nous aussi, a répondu mon père. Et nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la vérité. C'était une déclaration si inhabituellement dramatique de la part de mon père normalement pragmatique que j'ai failli rire. Mais elle semblait impressionnée par sa conviction. Je vais assigner un enquêteur, a-t-elle promis. Mais ces affaires prennent du temps, parfois des années. Le temps était quelque chose que beaucoup de membres de notre coalition n'avaient pas. Walter avait emménagé avec son neveu dans le New Jersey. Les Patel luttaient pour maintenir leur magasin ouvert sans les clients réguliers de notre bâtiment. D'autres avaient été contraints de quitter la ville entièrement. Nous avions besoin d'une victoire plus immédiate. C'est alors que mon père a eu sa révélation. J'ai regardé le rapport d'inspection, a-t-il dit un soir, étalant des papiers sur mon lit puisque la table était couverte de fournitures d'art. Il y a un schéma où les mêmes inspecteurs valident leur bâtiment, même quand il y avait des violations évidentes du code. Tu penses que les inspecteurs ont été soudoyés? Je pense que nous devrions suivre l'argent. Il m'a montré une feuille de calcul suivant les paiements d'une filiale de Northstar à une société de conseil appartenant au beau-frère du commissaire adjoint au bâtiment de la ville. Cette révélation a dynamisé notre enquête. Derek a commencé à creuser les liens entre les dirigeants de Northstar et les fonctionnaires de la ville. Joséphine a préparé la documentation pour une affaire de corruption plus large. Northstar, sentant le vent tourner, a fait une dernière tentative pour nous faire taire. Elisa Burke est arrivée à ma sous-location sans prévenir avec une offre qui faisait paraître les règlements précédents dérisoires. 100 000 $, a-t-elle dit en faisant glisser un document sur ma petite table basse. Plus un logement garanti dans n'importe quelle propriété Northstar de votre choix. Tout ce que nous demandons, c'est que vous mettiez fin à cette campagne et que vous signiez un accord de non-divulgation. Le montant était stupéfiant. Il assurerait mon avenir, financerait ma carrière artistique et résoudrait tous mes problèmes immédiats. Pendant un instant, j'ai été tenté. Mon père, qui était resté silencieux pendant sa présentation, a finalement parlé. Et les autres locataires? Et le prochain bâtiment que Northstar décidera d'accélérer? Le sourire d'Elisa s'est crispé. Cette offre est pour Mademoiselle Wilson uniquement. Nous reconnaissons son influence unique dans cette situation. Vous voulez dire que vous voulez acheter son silence tout en continuant vos affaires comme si de rien n'était, dit papa. J'ai repoussé le document vers elle. Ça ne m'intéresse pas. Après son départ, mon père m'a regardé avec un respect nouveau. C'était beaucoup d'argent à refuser. Certaines choses valent plus que l'argent, ai-je répondu, faisant écho à ce qu'il m'avait enseigné il y a longtemps,
bien qu'aucun de nous n'ait réalisé que j'écoutais. La semaine suivante a apporté notre première avancée majeure. Sur la base des preuves que nous avions recueillies sur les inspections suspectes, la ville a lancé une enquête officielle sur le département du bâtiment. 2 inspecteurs ont été suspendus, en attendant l'examen de leur dossier. Puis est venue la nouvelle que des investisseurs se retiraient de la société mère de Northstar, provoquant une chute de leurs actions. La pression financière réussit souvent là où les arguments moraux échouent. Enfin, près de 3 mois après l'incendie, le procureur a annoncé une enquête formelle sur Northstar Développement pour fraude, mise en danger d'autrui et possible complot d'incendie criminel. Ce n'était pas une condamnation, mais c'était un début. Plus important encore, cela validait ce que nous disions depuis le début, nous n'étions pas seulement des locataires mécontents ou des théoriciens du complot, nous étions des citoyens exigeants des comptes. Le soir de l'annonce, mon père et moi avons célébré avec de la nourriture chinoise à emporter dans ma sous-location. Alors que nous mangions dans des boîtes en carton sur mes meubles d'occasion, j'ai réalisé à quel point les choses avaient changé entre nous. « Je suis fier de toi, Audrey », a-t-il dit en prenant le dernier rouleau de printemps. « Ta mère a toujours dit que tu avais le feu en toi. » Avant, ça m'inquiétait. Maintenant, je vois que c'est ta force. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, ai-je admis. Tes feuilles de calcul et ton travail de détective financier ont fait toute la différence. Il a souri. Peut-être que nous formons une bonne équipe après tout, l'artiste et le comptable. Alors que nous trinquions avec nos verres d'eau, j'ai ressenti un sentiment de paix malgré toute l'incertitude à venir. Quoi qu'il arrive avec Northstar, mon père et moi nous étions retrouvés à travers ce combat. Certains bâtiments avaient peut-être brûlé, mais d'autres fondations avaient été renforcées. 1 an après l'incendie, je me tenais dans la salle d'audience lorsque le verdict a été annoncé. L'affaire contre Northstar avait progressé étonnamment vite une fois que les liens de corruption avaient été exposés. 3 cadres faisaient désormais face à des accusations criminelles, notamment pour complot et mise en danger d'autrui. La société elle-même a été condamnée à verser des dommages et intérêts substantiels à tous les anciens locataires. Mon père était assis à côté de moi, sa main cherchant la mienne alors que le juge lisait la décision. Son congé sans solde temporaire s'était transformé en une retraite anticipée, car il s'était entièrement consacré à notre affaire. Ensemble, nous avions navigué dans le système juridique complexe, rassemblé des preuves et soutenu notre communauté de voisins déplacés. La victoire semblait surréaliste après tant de mois de lutte. Devant le palais de justice, les journalistes se sont rassemblés alors que Joséphine faisait une déclaration au nom de tous les locataires. Le verdict d'aujourd'hui envoie un message clair, aucune entreprise n'est au-dessus de la loi, a-t-elle déclaré. Le logement est un droit humain, pas seulement une marchandise à exploiter à des fins lucratives. Ce soir-là, nous avons organisé une célébration au centre communautaire qui était né de notre travail de plaidoyer. L'argent de l'indemnisation avait été utilisé non seulement pour dédommager les locataires individuels, mais aussi pour créer une organisation de justice en matière de logement et financer un nouveau projet de logements abordables sur le site de notre ancien immeuble. Walter était revenu du New Jersey pour siéger au conseil d'administration de la nouvelle organisation. Les Patel prévoyaient d'ouvrir une épicerie au rez-de-chaussée du nouvel immeuble. De nombreux anciens résidents avaient obtenu des appartements dans le projet, assurant ainsi la pérennité de notre communauté. Alors que les gens se mêlaient, partageant nourriture et histoire, j'ai trouvé un moment de calme avec mon père près des fenêtres donnant sur le chantier de construction où se trouvait autrefois notre immeuble. « T'ai-je déjà dit pourquoi j'ai ri cette nuit-là quand tu as appelé à propos de l'incendie ?» lui ai-je demandé. Il a secoué la tête. Je me suis toujours posé la question. Ce n'était pas seulement le soulagement que mes peintures soient en sécurité, ai-je expliqué. C'était une prise de conscience soudaine que tout ce que je pensais avoir besoin n'était pas ce qui comptait vraiment. Pendant des années, j'avais été tellement concentré sur le fait de prouver que je pouvais réussir en tant qu'artiste que j'avais perdu de vue la raison pour laquelle je créais de l'art en premier lieu. Et quelle est cette raison? J'ai fait un geste vers la salle, désignant le groupe diversifié de personnes qui étaient devenues ma famille élargie à travers cette épreuve. Pour créer du lien. Pour raconter des histoires qui comptent. L'incendie a pris mes biens mais m'a donné un but. Mon père a hoché la tête pensivement. J'ai eu une révélation similaire. Toutes ces années que j'ai passées à te pousser vers la sécurité et la stabilité, je pensais te protéger. Mais parfois, la plus grande sécurité vient du fait de défendre ce qui est juste, même quand c'est risqué. Le chemin de la guérison n'avait pas été facile. Les premiers mois après l'incendie ont été remplis de chocs et de chagrin. J'ai pleuré la perte de mon espace, de mes routines,
des petits conforts qui composaient ma vie quotidienne. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré jusqu'à m'endormir, submergé par l'ampleur de ce que nous combattions. Puis est venue la phase de la colère, alimentée par chaque nouvelle découverte sur les actions délibérées de Northstar. Cette colère m'a fait avancer lorsque l'épuisement menaçait de faire dérailler nos efforts. Elle m'a donné l'énergie de créer l'installation, de parler lors des réunions communautaires, d'affronter les avocats d'entreprise. Le point le plus bas est survenu lorsque plusieurs témoins clés se sont retirés, craignant des représailles. J'ai failli abandonner à ce moment-là, convaincu que nous menions une bataille impossible à gagner contre des forces trop puissantes et bien établies. Mon père m'a trouvé assise sur le sol de ma sous-location, entouré de notes de cas et de croquis, complètement épuisé. Au lieu d'offrir des platitudes, il s'est simplement assis à côté de moi en silence pendant un long moment. Puis il a dit, « Tu n'as pas apporté ça toute seule. Aucun de nous n'a à le faire. » C'était la permission dont j'avais besoin pour m'appuyer sur les autres, pour reconnaître que la force collective pouvait nous soutenir lorsque la résolution individuelle faiblissait. Progressivement, la guérison est venue de sources inattendues. La communauté artistique s'est ralliée à moi, offrant des espaces d'ateliers et des fournitures. D'anciens voisins prenaient régulièrement de mes nouvelles, apportant des repas faits maison et de la compagnie. Même des inconnus qui avaient visité l'installation m'ont contacté avec des messages de soutien. Maintenant, 1 an plus tard, j'avais un nouvel appartement atelier dans un quartier différent. Ma carrière artistique s'était épanouie, avec des galeries à travers le pays intéressées par mon travail. L'installation avait voyagé dans 3 villes, suscitant des conversations sur la justice en matière de logement partout où elle allait. Plus surprenant encore, ma relation avec mon père s'était transformée. L'homme qui rejetait autrefois mes ambitions artistiques comme étant peu pratiques expliquait maintenant fièrement mon travail à ses amis, et j'avais appris à apprécier son approche méthodique des problèmes, sa persévérance tranquille à poursuivre la justice à travers les systèmes et les structures. L'immeuble à côté du nouveau projet est à vendre, a mentionné papa, me ramenant au moment présent. Il appartient à une autre société de promotion immobilière avec un modèle d'affaires similaire à celui de Northstar. Suggères-tu ce que je pense que tu suggères, ai-je demandé en haussant un sourcil. Il a souri légèrement. Je dis juste que notre travail n'est peut-être pas encore terminé. La nouvelle association de locataires pourrait avoir besoin de notre expérience. J'ai ri, sincèrement cette fois. Papa Wilson, le guerrier de la justice en matière de logement. Qui l'aurait cru? Pas moi, a-t-il admis. Mais c'est ça, quand on perd ce qu'on pensait être important. Parfois, on trouve ce qu'il est vraiment. Alors que la célébration se poursuivait autour de nous, j'ai réfléchi à la leçon plus profonde de l'année écoulée. L'incendie avait détruit ma maison mais avait éclairé des vérités que je n'aurais peut-être jamais découvertes autrement, sur la communauté et la résilience, sur le fait de dire la vérité au pouvoir, sur le fait de trouver un terrain d'entente avec ceux que l'on s'attend le moins à comprendre, et peut-être plus important encore, sur la façon dont la perte peut parfois révéler ce qui compte vraiment. Mon rire en cette nuit terrible avait été la première reconnaissance d'une vérité que je ne pouvais pas encore articuler, que les bâtiments peuvent brûler, les biens peuvent être détruits, mais les liens entre les gens et le courage de se battre pour quelque chose de plus grand que soi ne peuvent jamais être enlevés. Ce soir, en regardant cette famille improbable que nous avions formée à travers la crise et la lutte, je ressentais un profond sentiment de paix. Quels que soient les défis à venir, nous les affronterions ensemble, plus forts pour avoir été brisés et reconstruits. Avez-vous déjà vécu un moment où ce qui semblait être une catastrophe vous a en fait mis sur une meilleure voie ou avez-vous trouvé en vous une force que vous ne soupçonniez pas jusqu'à ce que vous soyez confronté à un défi sérieux? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce parcours de lutte contre l'injustice et de découverte d'alliés inattendus en chemin a résonné en vous, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience, et partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que parfois nos plus grandes pertes mènent à nos découvertes les plus importantes. Merci de m'avoir écouté, et souvenez-vous, parfois les choses qui nous brisent sont celles-là même qui nous aident à trouver notre véritable but.